Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo Tactica sur les Sundar. Ce Tactica va traiter principalement des tireurs et du reste, c'est-à-dire les bourrins, les hommes de main, ceux qui vont aider vos personnages et vos magiciens à survivre tant bien que mal et à gagner les scénarios. Et on commence tout de suite donc par les tireurs, et le premier de ces tireurs c'est Bogdan. Bogdan, une figurine relativement vieille, je crois qu'elle est sortie tout au début des Sundar. Elle fait partie de la boîte de base Sundar. Et qu'avons-nous donc pour ces 96 points? Nous avons constitué 3, dextérité 6, force 3, mental 3, mouvement 6, 9 PA, 24 PV. Bogdan est un très bon tireur avec un très grand mouvement. 9 PA, ce qui devait à l'époque ne pas du tout être classique. Et il a un gilet de cuir 0,6-1 avec pas mal de points de vie sur l'armure. C'est une armure qui est, je veux pas dire anecdotique, ça vous permet de faire quand même des jets de dés, mais c'est vrai que vous n'allez pas forcément sauver beaucoup de points de vie avec cette armure-là. Bon, en même temps, c'est un gilet, voilà. Il a une dague qui fait 3 dégâts, c'est sa seule arme de corps à corps, mais surtout, ce qui est fort avec Bogdan, c'est ses armes de tir. Tromblon x2, cadence 4... 1 des 5 plus 1 dégât par tromblon, portée 8 brasses. Alors comme beaucoup de briscards, il a un tromblon qui est un terme générique pour désigner une arme de tir quelconque, puisque ça dépend vraiment de l'arme en fonction des dégâts. Les tromblons ne sont pas tous les mêmes. Il peut tirer 2 fois avec chaque arme avant de devoir recharger, ce qui en fait un tromblon avec chargeur agrandi, ce qui est pas trop mal parce que du coup il va pas claquer des PA tous les 1 ou 2 tirs pour recharger. Il a une botte également, tir double, 1 des 10 plus de dégâts, consomme de munitions, il tire simultanément avec ses 2 tromblons en un seul jet, ce qui fait 1 des 6 plus de dégâts avec sa grosse dextérité. C'est toujours bien d'avoir justement une botte de tir qui soit utile, et 1 des 10 plus de dégâts, c'est loin d'être dégueulasse, on va bien pouvoir se le dire. Vous ne pouvez la faire qu'une seule fois par tour, mais ce qui veut dire que vous claquez 3 PA pour faire votre botte, vous claquez 4 PA pour tirer 2 fois avec les tromblons. Ensuite, vous avez potentiellement 2 PA de mouvement. Et le tour d'après, ce que vous faites, c'est que vous rechargez et vous refaites votre botte. Et ensuite, vous tirez une fois, vous bougez. Enfin, bref, il y a vraiment quelque chose à faire avec ce personnage-là. C'est un tireur que j'apprécie quand même pas mal. Il a une bonne dextérité. Le reste de ses stats sont pas très très élevés. Il a 6 de mouvement, ce qui pour un tireur est important, puisque ça va lui permettre de sortir ou de se mettre à couvert, de grimper pour pouvoir avoir les bonus de tir nécessaires. Malheureusement, le coût de 96 pièces est un petit peu élevé par rapport à ce qui sort actuellement, et on y réfléchit à 2 fois quand on voit son coût, on se dit ouais, je sais pas si je vais le prendre. Il est quand même relativement cher par rapport à ce qu'on pourrait avoir, et peut-être pas forcément efficace. Ne pas oublier que tout ce qui est tir fait des échecs critiques sur 1 et 2. Du coup, on aura peut-être préférence à prendre un bourrin pour ce prix-là, pour être sûr d'aller taper au corps à corps. Bourrin qui aura plus de facilité à faire des défenses ou avec plus de force. Ça se réfléchit malgré tout. Dans les tireurs, Bogdan est un excellent tireur. Et si vous avez envie d'investir dans un tireur, justement, pour vraiment faire du tir, hein. Quand je parle de tireur, c'est pas juste quelqu'un qui a un pistolet comme le Major Abelli ou Black Teach qui vont eux quand même préférer un corps à corps. Encore que Black Teach, mais vraiment avoir un tireur qui va essayer un maximum de rentabiliser justement sa dextérité. En parlant de ça, je pense que ça peut être intéressant de lui changer ses tromblons. Une fois de plus, on parle des armes de tir. Vous avez dans le livre de campagne, si vous le jouez en campagne, la possibilité de trouver des armes de tir qui sont, à mon avis, meilleures. De même que dans le livre de règles, vous avez plusieurs armes de tir qui mériteraient d'être regardé, puisque je crois qu'il y a une arme de tir qui fait un D6 plus 2 dégâts, ou plus 3, je ne sais plus, plus 2, et du coup ça vous coûterait pas plus que sa botte pour faire les mêmes dégâts. Alors il devrait recharger plus souvent, mais ça vaut peut-être la peine justement de faire à chaque fois un D10 plus 2 dégâts plutôt que de devoir faire la botte pour ça.
Évidemment, si vous voulez tirer sur plein de cibles à la fois, rien ne vaut ces 2 tromblons. Donc Bogdan est un bon tireur, regardez bien les équipements qui peuvent lui être mis. Évidemment, ça va le faire coûter encore plus cher. Donc du coup, c'est vraiment une réflexion à avoir sur votre envie d'avoir un tireur. Mais je pense également que avoir 6 de dextérité pour certains scénarios, c'est clairement pas une perte. Et du coup, réfléchissez bien, c'est un personnage qui peut vous donner de bons atouts pour réussir les scénarios. On passe à Tulip, et Tulip est un personnage qui est extrêmement intéressant. Voyons pourquoi. 73 pièces d'or, une figurine qui sent quand même son âge. Au niveau de la sculpture, elle date un petit peu. On voit clairement que après plusieurs années de sculpture intensive, le niveau a augmenté. Alors, elle n'est pas moche, hein, loin de là, mais c'est vrai qu'elle a une tête parfois un petit peu bizarre. Mais une figurine qui est très intéressante pour son profil surtout, puisque constitue 3 dextérité 5, force 3, mental 4, 4 de mouvement, 9 PA, point de vie 22, il a une spalière comme armure, et ça c'est loin d'être dégueulasse, puisque ça fait moins 5, moins 3, donc une très bonne armure, qui va vous permettre de vous sauver les fesses une fois sur 2. Son arme, l'escopette, cadence 2, dégâts 1d5 par cible, gabarit de 1 carte, portée... Alors, grosso modo c'est une artillerie. En cas de réussite critique, 1 des 10 dégâts par cible. Grosso modo, c'est une artillerie puisqu'elle a les distances et les difficultés entre parenthèses. Donc portée en dessous de 4 brasses, c'est difficulté 12. Entre 4 et 6 brasses, c'est difficulté 13. Et 6 brasses et plus, c'est difficulté 15. Il a une dague qui, contrairement à Bogdan, coûte 1 PA pour attaquer mais fait 2 dégâts. Bogdan avait une dague qui faisait 3 dégâts et qui coûtait 2 pour attaquer. Vous pouvez faire un maximum de 4 attaques par tour. Discipline militaire, ancien régulier, Tulip ne fuit pas la bataille, il ne teste pas son moral quand il perd un allié à moins de 2 brasses. Il conserve cependant la règle vengeance. Donc, grosso modo, à chaque fois qu'il perd un allié à 2 brasses, il réussit automatiquement son jet et il bénéficie d'un +2 pour attaquer. Alors, Tulip est intéressant, pourquoi ? Parce que c'est une artillerie qui se déplace très facilement. Il n'y a pas besoin de le pousser, il n'y a pas besoin de le tirer, vous n'avez pas besoin d'avoir un servant. Il balade son escopette comme un grand, il va se positionner où il veut, il balance la sauce, et ensuite il revient, il se déplace. Il a 9 PA, ce qui est beaucoup. Tirer avec l'escopette ne demande que 2 PA, recharger l'escopette ne demande que 3 PA, il n'y a pas de différence avec... il n'y a pas de différence avec un tir classique. Seulement, voilà, vous posez votre carte où vous voulez et vous faites votre tir d'artillerie. Ayant un tir d'artillerie... Enfin, pour moi, je le traduis comme ça, hein, peut-être que je me trompe, donc si quelqu'un de TGCM passe par là et que je dis de la merde, n'hésitez pas à le mentionner. Du coup, il va y avoir un shiver. Et qui dit shiver, eh bien, dit pas de défense classique, mais la perte d'EPA pour la figurine qui fait le test, et potentiellement à terre, quand il se prendra, s'il se prend les dégâts. Ça veut dire que c'est quand même très fort, puisque vous pouvez tirer 2 fois, ça fait 4 PA, vous rechargez, ça fait 3 PA, vous pouvez encore retirer une fois. Je connais pas beaucoup d'artillerie qui arrivent à tirer 3 fois par tour. C'est vraiment pas dégueulasse du tout. En cas de réussite critique également, vous avez +1 des 10 dégâts par cible. Donc voilà. Il a une bonne dextérité, ce qui veut quand même dire qu'il lui faudra pas grand chose pour réussir, même ses tirs à longue portée. C'est très très bien. Bizarrement, sa dague est également assez balèze, puisque vous pouvez faire 4 attaques par tour. Ça ne coûte qu'un PA. Alors évidemment, vous n'allez pas vous lancer au corps à corps comme ça, il faut préparer le truc. Mais si vous avez un personnage qui est tel que Virunga, Maruti, qui décide de ceinturer un autre perso, bah vous pouvez très bien aller avec Tulip et suriner le ceinturer, puisqu'il va pouvoir faire les dégâts sans défense. De même que sa discipline militaire, c'est un avantage... On va pas cracher dessus donc, mais c'est vrai que ça va pas forcément être joué tout le temps, enfin ça va pas forcément être utile tout le temps. Cependant, quand c'est utile, ça compense sa petite force pour pouvoir justement taper mieux le cas échéant.
C'est un personnage qui aura une bonne défense également, puisque son armure est quand même relativement balèze. Il n'a pas beaucoup de PV, il n'a pas beaucoup de constit, donc c'est un personnage qui, malgré son armure, va être pas mal. Enfin, quand je dis pas mal, il va pas être mauvais, mais il va pas être excellent non plus. Donc, attention avec ce personnage-là de ne pas le mettre, évidemment, en première ligne. Ce serait dommage de perdre les avantages qu'il a en tant que tireur. Son mouvement de 4 ne va pas lui permettre non plus de courir sur toute la table pour aller se positionner comme Bogdan l'aurait pu avec son mouvement de 6. Néanmoins, ça va lui permettre de bouger. Sa dextérité de 5 lui permettra de se désengager sans trop de difficultés. Bien entendu, si vous tombez sur un Birgus, ça va être beaucoup plus compliqué, mais vous avez la possibilité de vous désengager et ce n'est pas une option à négliger non plus. Son mental relativement élevé vous permettra aussi, et ça j'en ai pas parlé avec les autres, mais n'oubliez pas que vous avez la possibilité de faire des feintes si vous voulez vraiment quitter un corps à corps à tout prix. Et du coup, le mental de 4 et la dextérité de 5, ça va quand même faire un bon score de départ. C'est mental plus dextérité la fin, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Plus un des 10, ce n'est pas à négliger. Souvent, on oublie la feinte parce qu'il est dans le livre de campagne. C'est une action qui se trouve dans ce livre-là. Et on n'y pense pas. Moi, le premier, je n'y pense pas forcément. Mais du coup, vous pouvez feinter pour vous désengager. Vous reculez de 4 brasses. Et ensuite, vas-y que je te pose la carte sur la tronche. Je pense que la personne qui était au corps à corps avec vous va être un petit peu deg. Il y a moyen de faire des choses très intéressantes. Niveau équipement, je pense que cette escopette est très bonne. Donc, il n'y a pas de raison de changer l'escopette. Par contre, rajoutez-lui peut-être une potion de constit ou deux. La possibilité d'avoir également soit un viatique, ce qui peut être très bien, puisque comme vous allez éviter le contact et que vous ne pouvez utiliser le viatique que lorsque vous êtes hors d'une zone de contrôle adverse, ça peut être bonus pour se rendre des PV, parce qu'il va sans doute se prendre des tirs aussi. Un cataplasme pour aller soigner les gens, pourquoi pas. Et une fois de plus, si vous êtes en campagne, regardez les équipements qui pourraient avoir, qui ne sont pas forcément des armes. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Je n'ai pas regardé ces équipements-là en particulier, donc peut-être que je passe à côté de quelque chose, mais je vous fais confiance pour trouver ces petites choses-là. On va rester dans l'artillerie et on va parler du dernier tireur, entre guillemets, c'est-à-dire Bonebreaker. Alors pourquoi est-ce que je commence par le canon ? Eh bien, parce que je veux justement parler de Powder Monkey après pour bien vous expliquer tout ça. Donc, Bonebreaker, c'est le canon officiel Sundar. C'est un canon, on va pas dire classique, parce qu'ils ont tous leurs petites spécificités, mais pour 57 points, vous avez donc son angle de vue qui est classique, puisque il faut toujours orienter la figurine du canon dans la direction où vous voulez tirer. Contrairement à Tulip, justement, qui a une artillerie qui voit à 360, le canon, lui, a besoin d'être orienté. Ça peut être un problème parfois. Il a 8 munitions, il a 5 points de structure. Lancer un objet, si vous voulez lancer le canon, c'est force 6 minimum. Si vous voulez déplacer une pièce d'artillerie, c'est force 3 minimum. Les boulets de Bonebreaker, ça coûte 3 PA pour tirer, cadence 1, 2d10 dégâts, recharge 4 PA. Gabarit d'une carte, portée 14/512/1014. Ça, je ne vous apprends rien. Vous savez lire aussi les échecs critiques, les réussites critiques, pardon. Les dégâts peuvent être lancés, et ça c'est très très bon. Le deuxième résultat est obligatoirement conservé. En cas d'échec critique, Bonebreaker ne pourra pas tirer au tour suivant. C'est concrètement un excellent canon. Bonebreaker est un très très bon canon. Il fait très mal, 2d10 dégâts, c'est vraiment beaucoup. Alors ça coûte un peu cher pour tirer avec, ça coûte 3 PA, la recharge est 4 PA, vous allez tirer une fois par tour maxi. Donc du coup voilà, mais ça peut valoir très clairement la peine, puisque les 2d10 dégâts, si en plus vous faites une réussite critique, sont relançables. Qu'est-ce qui se passe avec Powder Monkey justement ? Eh bien Powder Monkey, c'est le tout choupi mimi petit singe que vous allez coller sur votre canon et qui ne sert à rien. Non, je suis peut-être méchant avec ce pauvre Powder Monkey. Alors Powder Monkey, il coûte 32 pièces d'or. Il a consti 2 dextérité 5, force 2, mental 4, 3 de mouvement, 7 PA.
point de vie 18. Il a comme arme, alors il en a 2, c'est déjà balèze. Il a une torchère qui fait 3 dégâts de feu, et le feu, on sait que c'est devenu bien à partir du moment où... Enfin, c'était déjà bien avant, mais là, c'est devenu encore mieux à partir du moment où on a eu le livre de campagne. En cas de réussite critique, la victime perd 1 en dextérité pour toute la partie. Ça, c'est très bon, c'est très aléatoire, mais la perte de 1 de dextérité, c'est pas dégueu du tout. Vu que la dextérité est utilisée pour les contres, pour les esquives, pour le tir, c'est une caractéristique régulièrement utilisée, et du coup, enlever 1 en dextérité, c'est tout bénef. Il a un épissoir qui fait 2 dégâts en cas de réussite critique avec l'épissoir. Il y a saignement. Les effets du saignement de l'épissoir sont cumulables, évidemment. Comme chaque saignement, je pense qu'il est sorti un peu avant la mise en place officielle des règles de saignement. Du coup, c'est pour ça que les précisions sont ajoutées. Affectation, Powder doit obligatoirement être recruté avec Bone Breaker. Vous ne pouvez pas le recruter tout seul, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir le canon avec. Minuscule, Powder est sceptique, il est toujours considéré comme étant à couvert. Et ça, c'est très cool parce que ça lui donne un bonus pour se défendre. Si on lui tire dessus, il se cache, je pense, derrière le canon. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit, grosso modo, que Powder Monkey ne sert à rien ? Tout seul, Powder Monkey, c'est un personnage qui est plutôt cool. Il coûte 32 PA. Il n'a pas un profil trop dégueulasse. Il n'a pas énormément de PA non plus. Il a 18 PV. Voilà, c'est un profil à 32 pièces d'or. Voilà, ça casse pas des briques. L'ennui, c'est qu'il faut absolument l'avoir avec Bone Breaker. Et Bone Breaker, pour bouger, eh ben, vous devez avoir une force de 3. Powder Monkey a une force de 2. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez poser Bone Breaker sur la table et il ne va plus jamais bouger de sa vie. Et ouais. Et voilà. Tout simplement parce que Powder Monkey n'a pas assez de force pour bouger Bone Breaker. Du coup, vous allez avoir un peu de mal si jamais il vous faut bouger. Vous allez pouvoir donner une potion de force à Powder Monkey justement pour bouger un tour Bone Breaker. Seulement avec son mouvement de 3, il va pas aller bien loin non plus. En plus, comme il n'aura que 3 de force, il va avoir un malus de mouvement pour déplacer le canon. Ça va être un petit peu compliqué pour ce pauvre petit singe de faire bouger son canon. Je sais même pas s'il peut le faire pivoter. J'ai un doute sur la force nécessaire pour les pivots. Mais bref, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose avec les deux si vous ne mettez pas de potion de force sur Powder Monkey. Et rajouter 2 potions de force sur Powder Monkey juste au cas où pour faire bouger votre canon de tour. À mon sens, c'est un petit peu un gâchis. Les 2 figurines ne sont pas très chères, puisque ensemble elles valent 89 PO. Powder Monkey va pouvoir faire son taf d'artilleur, c'est-à-dire qu'il va pouvoir tirer une fois, recharger, le tour d'après il va tirer une fois, etc. Mais voilà, moi ce qui me pose problème, c'est qu'il ne peut pas bouger son canon. Et du coup, c'est un petit peu embêtant. Surtout que sachant que s'il est servant d'artillerie, vous ne pouvez pas mettre un autre servant d'artillerie tant que Powder Monkey n'est pas mort. Alors, est-ce que vous allez prendre Powder Monkey, mais qu'il ne va pas être le servant de Bone Breaker ? Il est marqué que vous devez obligatoirement être recruté avec Bone Breaker, mais il n'a pas dit qu'il était automatiquement le servant. Moi, je le traduis comme ça. Après, si je me trompe, dites-le moi, mais moi, je le traduis comme ça. Du coup, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que vous allez mettre un autre briscard comme servant, mais du coup c'est l'autre briscard qui va devoir tirer. Dans ce cas là, Powder Monkey n'utilisera jamais ses PA parce que au corps à corps, c'est pas non plus une foot de guerre. Enfin bref, il y a plein de petites choses comme ça. Il est très cool, la figurine est très sympa, le Powder Monkey est très mignon. Et c'est vrai que tant qu'on vient pas l'embêter, il va faire son taf. Du coup, vous mettez votre canon dans un coin de table, Powder Monkey, il va tirer. Avec ses 5 de dex, il va pas rater grand chose. Soyez honnête, il va pas manquer beaucoup de tirs. Mais voilà, s'il est engagé au corps à corps. Alors, la torchère et l'épissoir peuvent faire peur, mais vous lui mettez 3 coups dans la tête et puis il n'est plus là. Et c'est un peu embêtant, vous aurez perdu et votre canon et votre artilleur. Du coup, c'est peut-être à revoir. Surtout que maintenant qu'il y a le canon standard qui est sorti, alors il fait évidemment moins de dégâts que Bone Breaker, mais à voir comment vous gérez ça. À voir de quoi vous avez besoin dans votre liste à ce niveau-là. Moi, je pense que Bone Breaker est très bon. Je pense que Powder Monkey est très bon tant qu'on ne vient pas l'embêter. Après ça, je ne suis pas forcément convaincu de l'utilité de l'artillerie
ou de cette façon-là, en tout cas, d'artillerie dans le jeu. Étonnamment, et ça peut paraître bizarre, je préfère Tulip avec sa capacité, avec son escopette, puisque lui, il peut tirer 3 fois par tour. Et tandis que Powder Monkey et Bonebreaker feront plus de dégâts, mais par contre, ils ne pourront tirer qu'une seule fois. Je rappelle que le Shiver Me Timber, vous cochez tous les PA restants, vous jetez un D10 plus CPA, si vous faites 10 ou plus, vous évitez, vous jetez à terre à temps et vous évitez du coup les explosions, etc. Mais vous pouvez très bien tirer 2 fois d'affilée sur les figurines qui ont été mises à terre. C'est-à-dire que par exemple avec Tulip, il peut tirer la première fois, vous en foutez s'ils réussissent ou pas le jet de Shiver, mais vous retirez une deuxième fois dessus, et du coup là ils vont faire 10 sur le dé. Tandis que le Bonebreaker et Powder Monkey, ils vont ils vont tirer une seule fois par tour, et du coup c'est un petit peu embêtant, parce que vous n'allez pas forcément rentabiliser vos 2 des 10 dégâts de canon. Bref, voilà, réfléchissez bien à ce que vous voulez dans votre liste. Évidemment, j'ai peut-être raté des trucs. L'artillerie, c'est vrai que je n'ai pas forcément une grande habitude de l'artillerie, entre guillemets, classique. Donc du coup, j'ai encore pu rater 2-3 choses. Il y a peut-être des petites choses qui m'ont échappé ou des mauvaises compréhensions. Mais n'hésitez pas à le mentionner. Et du coup, on va passer au reste, c'est-à-dire les bourrins, les bouche-trous, la petite main-d'œuvre locale et amusante. Et surtout, ça va être eux qui vont vous permettre de sublimer toute votre liste. Et on va commencer par Grelier. Grelier, on en a déjà discuté dans la vidéo du mois de sa sortie. Donc je vous invite à vous référer à la dite vidéo pour plus d'informations, donc je vais passer dessus assez rapidement. Grelier, qu'est-ce que c'est? 90 pièces d'or, il a Consti 4, Dex 4, Force 4, Mental 5, 5 de mouvement, 9 PA, 28 PV. La lance de King's Ham, 3 PA, allonge un des 10 dégâts. La lance offre les effets de contre, quelle que soit la défense choisie, si Grelier était en garde auparavant. Occupe les 2 mains, il a la capacité trésor. Le trésorier possède la compétence par ici la monnaie, sans surcoût lorsqu'il est quartier maître en mode campagne. Un petit bonus de campagne très appréciable et sa lance est très puissante. Pour détailler un petit peu le personnage, vous allez automatiquement garder 2 PA pour vos actions, pour vous mettre en garde, puisque chaque défense durant son tour vous offrira du coup la capacité de contre, quelle que soit la défense que vous choisissez. Excusez-moi. La première défense aura évidemment un dé de plus parce que vous avez la garde. Et c'est très très fort. C'est un personnage qu'on a envie de voir en garde tout le temps. Mais il a 9 PA, il peut faire plein de choses. Il a une force de 4 qui est tout à fait utilisable pour taper en combat. Les dégâts de la lance, c'est 1 des 10, c'est loin d'être dégueulasse. C'est aléatoire, mais si vous faites 10, vous êtes content. Si vous faites 1, ben voilà, c'est dommage, mais ça arrive. Il n'a pas d'armure, il n'a pas non plus une concite mirobolante, donc faites attention. C'est un personnage qu'il ne va pas falloir envoyer tout seul dans la mêlée. Par contre, il peut tout à fait tenir un objectif, et s'il tient des objectifs et tient sa position en garde, moi c'est un personnage qui me fait relativement peur. Surtout qu'avec Allonge, il a vraiment la portée nécessaire pour atteindre plein de gens sur la table. C'est une très bonne figurine. Ces 90 points sont peut-être un petit peu chéros. Mais en attendant, en tant que garde d'objectif, ça vaut clairement la peine. Il n'y a que du bonus. Niveau équipement, vous pouvez, comme beaucoup, lui donner des potions pour booster sa consti ou sa force. Ce n'est jamais perdu. Son arme, moi je pense que je la garderai. Vous pouvez également lui mettre peut-être quelques... Je sais pas s'il y a des armes de jet en particulier. Mais pourquoi pas, histoire qu'il n'ait pas forcément un fusil qui lui coûte bonbon pour recharger, mais peut-être une ou deux armes de jet, hein, histoire d'utiliser sa dextérité, si jamais vous décidez de le poser à un endroit pour ne pas qu'il bouge, bah vous pouvez lui mettre, je sais pas si des petits couteaux de lancer ou autre, mais pourquoi pas. À voir dans le livre de règles, j'ai pas souvenir qu'il y ait ça, par contre dans le livre de campagne, peut-être qu'il y a des choses dans ce goût-là. Voilà pour Grelier, pour plus d'indications, je vous invite à vous référer à la vidéo de sa sortie. On va passer à Maruti, et Maruti c'est un must-have parmi les Sundar. Il coûte 89 PA, et qu'est-ce qu'il a? Alors, Consti 6, Dextérité, Force 6, Mental 1,
4 de mouvement, 7 PA, 34 PV. Armure, il a son pantalon, mais ça ne sert à rien. Arme, c'est points, c'est force dégâts. Très bien. La botte, c'est force plus 4 dégâts. Très bien. Et ça repousse l'adversaire en plus avec les règles collision. Très très bien. Analgie, il n'effectue pas de morale suite aux blessures. Ça, c'est tout bénef. Équipement, il a une pelle. Il jette 2d10 par action de creuser. Alors, c'est très très anecdotique, puisqu'il y a quelques scénarios qui utilisent l'action de creuser, mais c'est toujours bénef. 2d10, on va pas cracher dessus. Surtout que creuser, c'est souvent des jets qui sont assez compliqués. C'est des objectifs de scénario, donc on se dit est-ce que j'utilise un dé ou pas. Là, 2d10 plus ses grosses stats de physique, ça devrait passer tout seul. La machette, il n'est pas hanti par les terrains difficiles. J'en ai pas eu beaucoup sur les tables de jeu des terrains difficiles, mais en attendant, ça lui permet quand même de ne pas avoir son mouvement qui n'est pas forcément énorme diminuer durant les terrains difficiles, donc c'est très très agréable. Alors, Maruti, pourquoi c'est un must-have ? Tout simplement parce que pour 89 pièces d'or, vous avez un mec qui encaisse très bien, qui a beaucoup de PV, qui tape comme un sourd, pardon, une fois de plus, qui n'a malheureusement pas d'armure, son pantalon ne sert pas à protéger, qui fera des dégâts sous force, donc les potions de force sont encore plus rentables chez lui, puisque si sa force augmente, les dégâts augmentent. Alors imaginez un Maruti avec 2 potions de force, 8 dégâts par coup de poing, ça peut quand même faire 24 dégâts par tour. Ça met HS pas mal de monde. Je pense que c'est clairement pas dégueulasse. Il n'a que 7 PA, je veux dire c'est un petit peu, mais il n'a pas besoin de beaucoup plus. C'est pas très limitatif pour lui, puisqu'il va quand même se contenter de taper. Et du coup, avec sa force de 6, il va quand même faire bien des dégâts. Sa botte est excellente. Force plus 4 dégâts, ça fait 10 dégâts de base. Si vous lui mettez 2 potions, ça fait 12 dégâts. Et en plus, vous repoussez l'adversaire de 8 moins constit en brasse et en ligne droite. Ce qui veut dire que vous avez la possibilité de faire des dégâts de collision. Vous avez également la possibilité de poser Maruti de telle façon à ce que vous puissiez bousculer les adversaires pour justement les faire tomber, par exemple, si vous avez une table avec de la verticalité, faire des collisions, vous débarrasser simplement d'un gêneur qui se trouve dans votre zone de contrôle. Et ça, cette botte fonctionne également avec les colosses. Alors oui, les colosses ont facilement 8, 9 de constit et du coup ils ne bougeront pas. Néanmoins, si vous avez un colosse un peu plus petit ou bêtement une monture, vous avez la possibilité de les faire bouger. Alors pour la monture, il faut évidemment qu'elle ne soit pas... qu'il n'y ait personne dessus. Parce que de mémoire, si vous voulez bouger une monture avec son cavalier, vous additionnez les deux constitutions. Du coup, voilà, vous pouvez très bien décider de, si vous avez l'opportunité, de profiter de la botte pour dégager un petit peu le terrain. Il a également des compétences très sympathiques pour lancer les objets, c'est-à-dire constit plus force, il démarre à 12, ce qui est clairement pas dégueulasse si vous avez envie de lancer un briscard ou un tonneau ou n'importe quoi quelque part. Vous avez vraiment la possibilité de le faire. Maruti est un bourrin, il ne va servir qu'à ça, mais c'est un bourrin qui fera excellemment bien son travail. Et c'est un bourrin qui peut vous amener justement grâce à sa botte un minimum de stratégie puisque vous allez pouvoir dégager le terrain. A noter que, ayant un mental de 1, il n'est pas sujet aux jets de morale dû au feu. Et oui, puisque les jets de morale dû au feu, c'est un personnage non magicien qui a entre 2 et 5 de mental. Et du coup, les autres, soit ils sont trop cons pour se rendre compte qu'ils crament, soit ils gèrent le truc easy bien. Donc du coup, Maruti n'a pas à faire ce jet de mental. C'est important, il n'a que 7, entre guillemets, de morale. Et donc du coup, il a quand même des chances de le rater. Si vous avez une figurine alliée qui meurt à 2 brasses, méfiez-vous, faites un petit peu attention. Et... pour éviter qu'il se retrouve prostré, parce que c'est dommage dans ce cas-là. On va passer à un deuxième bourrin qui est Virunga. Virunga, 83 pièces d'or, constit 5, dextérité 2, force 6, mental 2, 4 de mouvement, 8 PA, 34 PV. Les armes, c'est la double baffe. 3 PA, force dégâts, en cas de réussite critique, la cible est assommée. Boulanger, 4 PA, force x 2 dégâts, critique sur 9-10, quel que soit l'état de Virunga. Les dégâts peuvent être répartis
sur tous les adversaires au corps à corps. Analgie n'effectue pas de jet de morale suite aux blessures. Virunga, on en a déjà un petit peu parlé si vous avez suivi la vidéo sur la vidéo numéro 1 sur le Tactica Sundar. Donc du coup, il a une bonne constite, un peu moins bien que Maruti. Il a une bonne force, aussi bien que Maruti. Il a plus de PA. Il a autant de PV. Ses baffes, c'est pas tout à fait la même chose, puisque déjà, il va payer 3 PA pour taper. Maruti ne payait que 2. Ça fera force dégâts, donc à ce niveau-là, ils sont à égalité. Par contre, en cas de réussite critique, la cible est assommée. Et assommer une cible, ça va la faire... il y aura une pancarte qui sera marquée dessus, tapez-moi. Puisque assommer, la cible ne peut plus défendre. Et va devoir utiliser son mouvement gratuit ou un mouvement pour se relever. Et du coup, c'est très très fort. Si vous arrivez à passer une critique, évidemment, je pense que vous pouvez aller gentiment finir la pauvre victime de Virunga. Sa botte de boulanger, moi je la trouve vraiment excellente. C'est force x2, ça fait 12 dégâts. Les critiques sont sur 9-10 et les dégâts peuvent être répartis sur tous les adversaires au corps à corps. Et ça, c'est vraiment assez fort. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment ça se passe. Moi j'imagine que vous tapez sur une seule figurine. Je ne sais pas en fait exactement comment ça se passe. Si vous décidez de répartir les dégâts, est-ce que chaque figurine qui subit des dégâts a un jet de défense à faire ? Ça me paraît très presque logique en fait que ça soit quelque chose comme ça. À vérifier, de voir comment ça se passe au niveau des phases de jeu. Si l'équipe TGCM passe par là, ou que quelqu'un sait, vous pouvez très bien le mettre en commentaire ou sur Facebook. L'analgie est très pratique, c'est comme Maruti, il ne testera pas son moral quand il arrivera, enfin il n'y a pas de casse colorée dans ses dégâts. Le problème de Virunga par rapport à Maruti, c'est qu'il ne possède pas la botte qui lui permet de bouger les adversaires. C'est un petit peu embêtant selon moi. Ses attaques coûtent plus cher que Maruti, donc du coup il va pouvoir en balancer moins malgré son PA supplémentaire. Et il a un mental de 2, ce qui veut dire que lui par contre il fait des jets quand il est enflammé. Il se rend un petit peu plus compte qu'il crame. Mais du coup, il va avoir plus de jets à faire que Maruti. C'est un bon bourrin. Évidemment, comme la force, c'est au niveau... la force sert pour les dégâts. Les potions de force sont encore plus rentables. Sa constite de 5 est un... Je ne veux pas dire que c'est embêtant, parce que voilà. Mais ça veut dire qu'il y a quand même plus de briscards qui ont 5 de constite que 5 de force que ceux qui en ont 6. Donc il va pouvoir servir de projectile peut-être un peu plus facilement que Maruti. J'ai une préférence également au niveau de la figurine pour Maruti. Je sais pas pourquoi, j'ai de l'affect pour ce gorille-là. Virunga avec sa salopette est assez... Le style de la figurine est assez cool. Seulement, on voit aussi que la pose de la figurine, c'est la pose de celle où il y a Sagis qui est dessus ses épaules. Et du coup, c'est comme s'il tenait quelque chose dans le vide, mais il ne tient rien. Je trouve que la pose est un petit peu étrange. C'est peut-être pour ça que j'ai plus d'affect pour Maruti. Mais grosso modo, c'est deux bourrins. Deux bourrins qui se valent à peu près. Il y a 6 points de différence. Faites votre choix. Je dirais, faites votre choix dans ce que vous avez envie d'avoir comme bourrin. Les deux, je pense, font le taf. Maruti a l'avantage de pouvoir déplacer les figurines adverses, ce qui peut permettre de passer si vous avez un objectif, ou de gérer un petit peu au niveau espace. Virunga a clairement le monopole du je balance des patates à travers la tronche de tout le monde avec Boulanger. Et la double baffe permet d'assommer. À voir ce que vous avez envie dans votre compo. Si vous avez envie de la jouer, je fais une réussite critique pour essayer de passer et assommer. Ou alors je me contente de taper. C'est en fonction de ce que vous avez envie et besoin, surtout dans votre liste. Voilà pour les plus gros tassons de cette fin de Tactica. On va passer au loup de mer 1 et au loup de mer 2. Alors le loup de mer 1 et le loup de mer 2, c'est carrément des figurines que j'aime énormément au niveau du profil. Les figurines au niveau de la sculpture, je suis pas particulièrement fan de la sculpture de ces deux figurines, mais ça n'entre pas vraiment en compte. Alors, pourquoi le loup de mer 1 et le loup de mer 2 sont aussi bien que ça, selon moi ? Alors, le loup de mer 1, il coûte 42 pièces d'or, c'est déjà pas cher. Il a 3, 3, 3, 2, 5
de mouvement, 8 PA, et ça c'est bien, 18 PV, il a une hache d'abordage qui fait 4 dégâts, les réussites critiques c'est plus 1 dégât, les actions crocheter et détruire un objet ne sont ratées que sur des échecs critiques. Il a un stylet qui fait 3 dégâts, et en cas de réussite critique, elles ne peuvent pas être soignées. Il y a eu une errata du stylet, je crois. Est-ce que celui-là a été raté? Je ne pense pas, puisque c'est écrit sur une carte. Vous avez la botte qui est le coup de vis, 0 dégâts, ça coûte 0 PA. Mais si la botte réussit, la victime est assommée, et ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Et il a un équipement, c'est du viatique, et ça, c'est bon aussi, parce que le viatique coûte 8 pièces d'or. Grosso modo, votre loup de mer, il va coûter 34 pièces d'or. Sans le viatique, mais bref, il l'a de base. Pour un profil comme ça, c'est relativement bon. On peut remarquer que effectivement, il ne va pas pouvoir faire le café tout seul. Cependant, vous avancez vers votre adversaire, vous essayez de passer la botte, quitte à la passer à 2D. Ça vaut la peine de la passer à 2D, puisque après, vous aurez des attaques qui vont passer automatiquement. Vous aurez une attaque qui va passer automatiquement. Pourquoi pas ? Le 4 de dégâts est pas dégueulasse, vous passez votre attaque, tout va bien. C'est un personnage qui va bénéficier du soutien, de tout le soutien qu'on peut lui apporter. Il n'y a pas nécessité d'avoir un objet en plus. Par contre, il va devoir avoir un coup de main pour... par exemple, vous allez avoir un surnombre parce que vous n'allez pas le laisser tout seul face à quelqu'un. Vous allez avoir besoin également de votre chef à côté de lui s'il a des tests de morale à faire, parce qu'il va quand même arriver assez vite dans les zones colorées de ses PV. Il n'a pas d'armure, donc ça va vite fondre. Mais c'est également un petit perso que vous allez, enfin une petite figurine que vous allez pouvoir sacrifier, parce qu'en soi 42 pièces d'or c'est pas énorme. Ça peut valoir la peine justement de le faire courir, par exemple pour aller vous mettre devant une artillerie pour éviter qu'elle ne tire, ou alors engager un gros pour l'obliger soit à se désengager, soit à s'occuper de vous et du coup claquer des PA. Ça peut être une petite pièce justement qui va vous permettre de jouer ou de temporiser, et si vous la perdez, c'est pas très grave. Sa botte, je reviens dessus une fois encore, sa botte peut assommer une figurine, et une figurine assommée ne fait rien. Elle ne peut même pas défendre. Donc, suivant quand vous la jouez sur une figurine qui a déjà été activée ce tour-ci, eh ben, vous allez pouvoir passer toutes les attaques sans, à moins de faire un échec critique, mais sans trop de problèmes dessus et la finir. Et cette botte fonctionne également sur les colosses. Si vous assommez un colosse, même le plus résistant de tous les colosses, bah du coup il va pleurer parce qu'il va prendre des dégâts. Et ça ne coûte rien ça coûte rien. La botte elle coûte 0 PA. Donc du coup, pourquoi ne pas utiliser en dé en plus? Vous commencez à 6, plus 2 dés, vous essayez de la passer, ça vous coûte le coût d'une botte normale. C'est franchement très très bon. Le loup de mer 1 est vraiment excellent. On va passer au loup de mer 2, grosso modo c'est à peu près la même chose, excepté qu'il a une meilleure dextérité, il n'a pas la même arme, il a une gaffe, allonge, 4 dégâts, en cas de réussite critique l'adversaire recule d'une brasse, il a le croc en jambe, allonge 5 dégâts, réussite critique plus 1 dégât, si la botte réussit, la victime se retrouve au sol et doit se relever, et il a un équipement qui est le viatique. Le loup de mer 1 et le loup de mer 2 c'est les mêmes en fait, à peu de choses près, que le journalier 1 et le journalier 2 chez les mercenaires. Vous avez là un personnage qui a une meilleure dextérité, du coup sa botte, on a envie de la passer un peu plus souvent. Vous avez un personnage qui a un tout petit peu plus de zone de contrôle grâce à l'allonge. Il fait également un petit peu plus de dégâts. Sa botte est clairement moins... je vais pas dire qu'elle est abusée, celle du loup de mer 1, mais elle est plus agressive et moins stratégique entre guillemets, quoique une victime au sol, c'est jamais perdu. Il a également un viatique, si vous avez besoin de vous soigner, vous reculez un petit peu, avec sa dextérité un peu supérieure, il se désengagera un peu plus facilement, et du coup, vous mettez à manger votre viatique pour récupérer des PV, ça peut toujours marcher. Le loup de mer 1 et le loup de mer 2 sont clairement des figurines qui sont excellentes, que moi je trouve en tout cas excellentes. Je dis pas forcément qu'il faut en avoir 3 de chaque, hein. Enfin c'est pas possible, de toute façon elles sont limitées à 2 chacune, mais c'est un excellent choix. S'il vous reste un petit peu de points, vous pouvez sélectionner, j'ai une préférence quand même pour le loup de mer 1, mais c'est personnel, vous pouvez sélectionner un de ces 2 profils pour justement amener
de très très belles choses dans votre compo et ça va vous permettre d'avoir des petits personnages que vous pouvez sacrifier sans avoir de remords, parce que si vous mettez un Maruti au milieu d'un... pour tanker entre guillemets un colosse, c'est pas... voilà, c'est un petit peu dommage. Tandis que si vous avez un loup de mer, ça peut tout de suite faire affaire. On va passer à la dernière référence, c'est les Mathurins. Alors les Mathurins ne sont pas sortis il y a si longtemps que ça, ils sont sortis en même temps que Black Teach, je crois. Pour 45 PA, qu'avons-nous ? Nous avons Constitue 3, Dextérité 5, Force 3, Mental 3, Mouvement 5, 9 PA, 18 PV. Le Mathurin n'a pas d'arme, ça c'est clair, voilà, ça c'est dit. Vigie, si un ennemi charge à moins de 5 brasses de lui, il hurle pour prévenir ses compagnons. Tous les Sundars sont considérés comme ayant 1 PA de plus pour réagir s'ils sont la cible de cette charge. Acrobate, lors des jets de réception et de désengagement, le Mathurin utilise Dex x2. Alors, le Mathurin, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Quand j'ai vu le profil la première fois, je me suis dit c'est bizarre. Enfin, c'était nouveau, et il y avait un profil un petit peu différent. Du coup, j'ai trouvé que c'était pas mal. Le Mathurin, 9 PA, c'est toujours très bon. 18 PV, c'est pas très... voilà, mais en même temps, ça a pas l'air d'être un gros tasson. 45 points en plus, voilà. Mouvement 5. Le Mathurin n'a pas d'arme. Ça, c'est le machin qui m'a un petit peu dérangé, puisque en soi, un personnage qui n'a pas d'arme, c'est un personnage qui va avoir beaucoup de mal à faire de gros dégâts. Cependant, comme il a une dextérité de 5, il peut donner des coups de pied, et les coups de pied, ça fait toujours du bien. En plus, ça peut même mettre votre adversaire au tapis. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas lui mettre un stylet également ? Malgré le fait qu'il ait une force de 3, c'est pas forcément folichon, mais pourquoi ne pas lui mettre un stylet ? Ou alors une arme de tir. Avec sa dextérité de 5, il y a peut-être moyen d'avoir une arme de tir, même si c'est une arme à feu. La recharge coûtera 5 PA, mais en tromblon, ça fait un D10 plus 2, ou un D10 plus 3, je ne sais jamais, j'ai toujours pas été vérifié. Il commence à 10 pour tirer, ça vaut la peine, il aura bien assez de PA pour recharger. Il n'y a pas forcément besoin qu'il garde ses 9 PA pour je sais pas quoi, pour faire du vent. La vigie, c'est quelque chose de... est-ce que je vais dire très bon ? La vigie, c'est quelque chose de plus psychologique que de réellement effectif. Alors, s'il y a un ennemi qui tente une charge à moins de 5 brasses de lui, il va hurler, ça va gueuler, et du coup, vous aurez un PA de plus pour défendre. C'est un bonus, le PA de plus en soi ne va pas vous permettre de faire une esquive, ne va pas vous permettre de faire un contre. Enfin, pas tout seul, il faut garder des PA encore en réserve. Par contre, le fait de savoir que vous avez un PA pour réagir, c'est toujours quelque chose d'agréable, parce que du coup, vous pouvez vous dire, ah oui, il me reste un PA, bon, j'ai Mathurin, est-ce que l'autre va charger, l'autre ne va pas charger ? Quand on charge, on augmente sa plage de critique de 1. C'est-à-dire que si vous faites des critiques sur 10, vous ferez des critiques sur 9-10 au corps à corps. Du coup, la charge, c'est quand même un gros avantage. Alors, est-ce que votre adversaire va choisir délibérément de charger tout en vous donnant un PA en plus pour pouvoir faire une esquive, mais par contre, lui, il aura une marge de critique plus élevée ? Ou est-ce qu'il va se dire, le Mathurin va lui donner un PA, il va pouvoir faire un contre ou une esquive, tandis que si je ne charge pas, j'ai peut-être moins de chances de faire des critiques, mais je vais pas lui donner la possibilité de me faire une esquive et de moi me retrouver après, je vais devoir refaire un mouvement pour réattaquer. Désolé. C'est un petit peu un aspect psychologique. Après, quand on y réfléchit un peu mieux, il y a quand même toujours presque toujours meilleur temps de faire une charge. Vous augmentez votre marge de critique, même si en face vous avez un PA de plus, c'est pas forcément... disons, le bonus aux critiques est plus intéressant que le PA de plus, donc du coup vous avez meilleur temps de charger. Ça, c'est mon avis perso. C'est la vigie. Ce qui est rigolo, c'est que le Mathurin, dès qu'il se déplace, il se trimballe son seau et son balai, ou sa vigie, ou n'importe quoi. Donc, vous pouvez le déplacer. La figurine est assez jolie. À part ça, moi, j'aime bien ce côté singe aérien. Acrobate, du coup, les jets de réception et de désengagement, pour lui, se font à Dex x2. C'est une bonne... Enfin, pour les désengagements, en tout cas, c'est très bien. Pour les jets de réception, évidemment, si vous n'avez pas de table verticale, ça ne sert pas à grand-chose. Mais pour les jets de désengagement, ça m'invite à vous dire, mettez-lui une arme de tir.
Vraiment, mettez-lui une arme qui lui permette d'utiliser ses 9 PA même quand il n'est pas engagé, parce que sinon vous allez vous contenter de filer des coups de pied et au corps à corps il n'est pas très très bon. Donc ça ne vaut pas franchement la peine. Donc le Maturin, une arme de tir, un effet psychologique pour sa vigie. Et évidemment, si vous êtes en garde avec un personnage, je prends par exemple Grelier plus Maturin. Si vous êtes en garde avec Grelier et que vous avez en plus un PA supplémentaire, là tout de suite c'est vachement plus intimidant que si vous êtes avec Marouti et qu'il vous reste plus de PA. Voilà, faisons la part des choses. Mais du coup Maturin peut vous servir. J'aurais quand même tendance, personnellement, à préférer prendre un loup de mer 1 à un Maturin. Néanmoins, si vous avez envie de jouer ce petit singe, il y a quand même moyen de faire quelque chose. De même que si vous avez une compo axée plutôt corps à corps, je pense que Maturin peut être bien parce qu'il va vous amener une arme de tir et il va vous amener justement la vigie parce que la compo de corps à corps, vous allez sans doute charger, il y aura une contre-charge, etc. Le Maturin a également 5 de mouvement, ce qui lui permettrait d'aller se mettre là où c'est nécessaire pour pouvoir optimiser ses tirs et pour pouvoir optimiser sa vigie. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tous les Sundar. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a potentiellement appris des trucs, éclairé sur l'utilisation de certaines figurines. Si vous avez des commentaires, des remarques, je suis toujours preneur, évidemment. Laissez-les en commentaire de vidéo ou sur Facebook, Twitter. S'il y a des correctifs à faire dans mes propos, je les mets sous la vidéo, donc n'hésitez pas à regarder de temps en temps sous la vidéo les informations qu'il y a. Il y en a peut-être qui seront intéressantes, ou alors je mettrai un correctif parce que j'ai dit une grosse boulette, pardon. J'espère que le format également vous convient. Si vous n'avez pas d'objection, je vais continuer sur 2 vidéos par bande, je pense. Faudra voir évidemment s'il y a beaucoup à dire ou pas, mais je pense faire 2 vidéos par bande. Du coup, j'espère que ça vous convient. Si vous avez évidemment des remarques, je suis tout oui, je lis tous vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser. Et d'ici à la prochaine vidéo, eh bien, que les dés soient avec vous.